Peut-on parler de numérique écologique? J'entends vos rires étouffés. Eh bien, vous avez tort, parce que nous avons deux personnalités qui en sont convaincues. On reste avec vous, Inès Leonard-Durzi, la fondatrice du coup et présidente de l'ONG Digital for the Planet. Et nous avons avec nous en visio Isabelle Albert, la vice-présidente de Digital Réunion, directrice de Girls in Tech Réunion, administratrice de la French Tech Réunion et également CEO de Satgana. Bonjour Isabelle, est-ce que vous nous entendez bien? C'est parfait, merci de me recevoir. Bonjour, bienvenue à vous. On commence avec vous Isabelle, vous avez récemment publié le livre Take It Green, transformation numérique et transition écologique, construire la double révolution du 21e siècle, édité par l'Institut G9+, et préfacé par Axel Lemaire. Pour vous, l'un ne va pas sans l'autre, et pourquoi ? Clairement parce que ce sont les deux grands enjeux de la décennie qui vient. La transformation numérique aujourd'hui, c'est une évidence. On sait flécher des budgets, on sait que c'est une nécessité, on l'a vu avec le vide plus que jamais, et on a les méthodes pour la déployer. La transition écologique, c'est une nécessité, mais elle est protéiforme. On ne sait pas encore vraiment comment embrasser toute cette diversité. Ça touche au climat, à la biodiversité, à la gestion de l'énergie, à nos modes de consommation. Et en fait, l'un, c'est un peu comme les deux pièces d'une même monnaie. La transformation numérique peut clairement accélérer la transition écologique. On le voit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la gestion des déchets, dans le domaine de la mobilité et dans le domaine de l'agriculture, notamment par exemple. Si on prend l'agriculture de précision, c'est moins de pesticides, c'est moins de consommation d'eau pour des rendements équivalents, voire supérieurs. En revanche, si on ne mesure pas l'impact du numérique qu'on déploie aussi dans ces technologies-là, on peut aboutir à un effet rebond ou un effet pervers qui serait qu'on aurait un numérique qui serait extrêmement consommateur à la fois d'énergie, émetteur de gaz à effet de serre et puis de minerais, puisqu'on a une industrie du numérique qui est extrêmement consommatrice de minerais rares qu'on sait très peu recycler aujourd'hui. Alors on va avancer vers les solutions que vous proposez l'une et l'autre. Isabelle Albert, votre livre propose 10 engagements concrets pour lancer une convention d'engagement volontaire du numérique. De quoi s'agit-il ? Alors l'objectif, c'était vraiment de ne pas s'arrêter sur un constat, mais de proposer un niveau d'action individuel, au niveau des acheteurs publics ou des responsables d'achat des grandes entreprises, et puis d'arriver à un niveau beaucoup plus national. Et donc on a rédigé, en coopération avec l'Institut du numérique responsable, une série de 10 propositions qui sont assez concrètes, qui sont adossées à la charte de l'INR, donc de l'Institut du numérique responsable, qui reprennent des grands engagements des objectifs de développement durable de l'ONU et qui sont en fait un peu structuré comme l'ISO 26000, donc la norme ISO RSE. Et donc, ça touche à la consommation énergétique, l'achat responsable, l'open data, la cybersécurité, l'électronisme, l'accessibilité, la diversité dans le recrutement du numérique. Et ça propose 10 engagements qui, après, s'adossent sur des référentiels qui existent déjà. Et l'objectif, c'est de pouvoir le proposer au plus large nombre d'acteurs possible au niveau national, voire au niveau européen. Inès Leonard-Durzi, dans votre livre, il y a aussi évidemment pas mal de propositions. Si vous deviez en faire ressortir d'emblée, comme ça, spontanément, une ou deux, la plus urgente ou la plus importante? Mais écoutez, tout ce que dit Isabelle, en tout cas, est absolument correct. Et ce sont des enjeux sur lesquels on travaille aussi depuis 4 ans. On a beaucoup travaillé aussi avec des personnes, je pense, connexes que nous avons. Pour ne pas rebondir sur ce qu'elle dit déjà très bien, moi, je partirais plus sur les pollutions numériques sociétales sur lesquelles on travaille aussi beaucoup actuellement. Et notamment, ce que j'aborde dans mon livre, c'est l'enjeu du revenu de la donnée. Aujourd'hui, on est pillé, littéralement, on vit dans une kleptocratie numérique, où en fait, non seulement on ne sait pas la valeur de notre donnée, donc on travaille sur un référentiel pour, selon si votre orientation sexuelle ou bien votre adresse, ces deux données n'ont pas la même valeur, il faut savoir les évaluer, mais ensuite, savoir le trajet qu'elles font, chez qui elles vont, combien elles sont revendues, et capter une part de cette richesse, parce que ici réside, pour moi, la fin de l'inégalité financière qui embarrasse aujourd'hui les économistes, même les plus libéraux. Donc moi, je parlerai plutôt d'une action très concrète comme celle-ci sur laquelle je travaille politiquement actuellement et ce sera mon chantier des 2 prochaines années, entre autres. Et alors, vous travaillez notamment pour les entreprises, et ça tombe bien parce qu'on s'adresse aux entreprises ici. Donc, comment vous les accompagnez et quelles sont peut-être les solutions qu'elles peuvent mettre en place assez rapidement ?
Bien, écoutez, c'est une très bonne question. Alors d'abord, on travaille avec les entreprises sur le plan de l'éducation, de l'information et les aider à opérer un tournant de mentalité et après d'action chez elles. Donc sur le plan environnemental, comment elles peuvent déjà leur flotte d'appareils électroniques, comment elles peuvent durer plus longtemps et mieux les recycler ou les réemployer ensuite, par exemple, quelque chose de très simple. Sur le plan intellectuel, l'hyperconnexion, aujourd'hui, les chiffres scientifiques, enfin les données scientifiques sont formelles, ça permet moins de productivité et surtout, ça rend les gens malheureux. Donc il va falloir en parler. On commence à le faire notamment avec de grandes entreprises. Et puis sur le plan sociétal, eh bien, c'est comment ces entreprises peuvent nous aider par leur puissance financière, leur impact dans le monde, nous soutenir. Et donc, dans ce cas, on développe des gros projets, par exemple, sur faire comprendre aux plus jeunes la valeur inestimée, inestimable de leurs données. On va passer par une exposition d'art qui sera financée par une entreprise pour éduquer sur ces sujets-là, parce que sans ça, on ne pourra pas aller plus loin, hélas. Oui, et je reviens sur la question de la pollution numérique et notamment des data centers. Je voudrais vous entendre l'une et l'autre parce que c'est vrai que c'est une source de consommation d'électricité, d'eau qui est gigantesque. Isabelle Albert, est-ce qu'il faut passer par la coercition? C'est-à-dire est-ce qu'il faut une loi pour obliger finalement les data centers à être plus sobres, moins gourmands? Alors, clairement, le sujet du responsable numérique, il est né avec la question des data centers. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut regarder beaucoup plus largement, parce que souvent on focalise sur les data centers, et en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Un des grands enjeux de nos traitements, ça va être la durée de vie de nos terminaux. Grosso modo, 70% de l'empreinte écologique du numérique en France, c'est la fabrication de nos terminaux. Donc ça veut dire concrètement que si vous gardez votre téléphone plus longtemps, et que si on le fait collectivement, parce qu'il y a presque un smartphone pour 2 personnes en France qui dorment dans des tiroirs, on aura déjà compensé cet impact que vous mentionnez sur le data center. Alors oui, bien sûr, il y a des enjeux sur leur consommation énergétique, notamment côté refroidissement. Il y a une loi qui vient de sortir en janvier à l'initiative du Sénat. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être mises en œuvre, que ce soit côté data center, mais qui soit aussi sur la formation, qui soit sur la vidéo en ligne, parce que c'est aussi un des enjeux qu'on ne met pas assez en avant. Pardon. Il faut la coercition ou pas? Parce que parfois, on peut avoir le sentiment qu'il ne faut pas passer par... Pardon, Isabelle, je pose la question à Inès Leonarduzzi. Écoutez, moi je pense que d'abord il faut de la transparence avant de la coercition. Évidemment, la coercition est nécessaire et heureusement qu'elle est là. Elle est là en soutien, mais il faut de la transparence aujourd'hui. Par exemple, on a des centres de stockage de données, donc des data centers, qui sont logés au pôle Nord, justement pour qu'ils refroidissent naturellement. Mais en fait, si on s'intéresse au principe de la thermodynamique, et j'en parle dans mon livre, on se rend compte qu'en fait, ça n'est jamais le froid qui va vers le chaud, c'est le chaud qui va vers le froid. Donc en fait, alors effectivement, factuellement, ces data centers refroidissent, mais non pas parce que le froid les refroidit, c'est parce que la chaleur de ces data centers va vers la banquise. Et ces choses-là, on ne le sait pas si on n'est pas initié à la thermodynamique appliquée à notre contexte économique. Et pour moi, c'est un énorme problème parce que finalement, tout le monde se réjouit de ces espèces d'initiatives vertes. Finalement, c'est très très bon. C'est une générosité qui s'adresse surtout aux propriétaires de ces data centers parce qu'en plus, en sachant que 40% des frais de roulement d'un data center s'appliquent à son énergie, finalement, c'est tout bénef. Donc moi, je penserais d'abord qu'on exige de la transparence de la part de ces propriétaires pour qu'on puisse se rendre compte de parfois l'aberration de ce qu'on est en train de faire et de vivre et de pouvoir, du coup, réagir dans le débat public. Est-ce que la pollution numérique va être plus importante avec l'arrivée de la 5G, notamment l'arrivée des vidéos en 8K? C'est des choses qui sont très très lourdes. Donc est-ce qu'on n'est pas à un point là où il faut vraiment agir tout de suite pour essayer de limiter la casse ? Là où il va falloir agir tout de suite, c'est sur le premier point d'impact avec la 5G, ce sera le renouvellement de la flotte des appareils électroniques. Et là, il va falloir se contrôler, il va falloir raisonner, réfléchir à la manière dont on achète. C'est pour ça que je m'applique au-delà du pouvoir d'achat, c'est le savoir d'achat. Qu'est-ce qu'on achète pour se rendre compte et se dire mais est-ce que c'est nécessaire? Moi, ce qui va me déranger, c'est plutôt l'effet Joule qui va se produire entre le fait qu'on peut naviguer beaucoup plus vite et consommer beaucoup plus
plus de données avec des appareils qui, par ailleurs, ont fait beaucoup de mal à la planète, pour le dire de façon très simple. On peut les réparer. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de sociétés qui se créent pour réparer justement les appareils électroniques. L'idéal, ce serait ça. Ce serait de faire de l'économie circulaire numérique, de récupérer. On est riche de nos poubelles. Isabelle le disait très bien. On a près de 80 millions de smartphones, apparemment, selon l'ADEME, qui dorment dans les tiroirs des Français. On pourrait récupérer ces appareils-là. Aujourd'hui, on a des technologies qui arrivent. En 4 ans, on a eu une amélioration de la technologie pour désallier ces métaux et ensuite les réemployer. Je pense qu'il faut favoriser et aider cette filière-là à se légitimer et à surtout à se déployer à plus large échelle. On va terminer avec un chiffre, une statistique. 2017, 77% des Français ignorent ce qu'est la pollution numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que ce terme-là, il est rentré... Non, c'était en 2017, en 2017. Thomas. En 2017, j'ai dit. Là, on a compris que c'était aujourd'hui. Bon, alors on va la refaire. J'avais l'impression d'avoir dit 2017, mais bon, je vous fais confiance. Donc 2017, 77% des Français ignorent ce qu'est la pollution numérique, et aujourd'hui, il est un peu partout, ce terme-là. Isabelle Albert, est-ce que vous pensez, il nous reste 1 minute, on va terminer là-dessus, que le levier de la transformation, il est chez les chefs d'entreprise aujourd'hui, ou plus chez les politiques ? Excellente question. Je pense qu'il faut aborder tous les axes. Les premiers qui ont été très actifs sont les associations. Ceux qui sont en train de révolutionner le marché, on l'a parlé de la réparation tout à l'heure, c'est aussi des startups comme Bark Market ou Zack qui vous proposent et qui rendent trendy le fait d'avoir un appareil reconditionné. Donc oui, c'est intéressant que pour la première fois, on ait vraiment le législateur qui se saisisse du sujet. Je pense que ça va être un accélérateur et il sera suivi de près par les entreprises qui doivent renouveler leur business model, si on dit les choses très ouvertement. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Je vais rappeler le titre de vos livres, Isabelle Albert, Take It Green, construire la double révolution du 21e siècle, c'est chez G9+. Et puis votre livre, évidemment, Inès Leonarduzzi, Réparer le futur du numérique à l'écologie, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Inès, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, une start-up à l'honneur, c'est Smart Ideas.